Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur notre deuxième webinaire de la série Champion 2025. Comme vous le savez, tous les ans, le pôle systématique a un programme champion qui est toujours très écouté, qui est toujours très bien suivi. Et nous allons, aujourd'hui, nous recevons la société Blue Mind. Et je vais vous présenter, vous rappeler quand même un petit peu le principe des champions, de l'organisation du pôle. Et ensuite, nous écouterons Pierre et Leslie qui nous parleront de leur entreprise et de leur fierté d'être champion du pôle sur cette année. Alors, donc moi je suis Christian Gautreau, je suis le coordinateur du pôle systématique qui travaille sur la relation entreprise. Et voilà, pour rappel, donc cette semaine des champions, on a 6 champions cette année. Hier, nous avons eu Multiverse Computing, donc vous pouvez dès maintenant, si vous n'avez pas assisté, vous pouvez suivre le replay qui est disponible sur notre site. Aujourd'hui, Blue Mind, cet après-midi, Enchanted Tools, demain, Colibri TD, Idexi jeudi et Vessora. On terminera avec Vessora vendredi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce qu'un champion systématique? Alors, le programme champion, il existe depuis de nombreuses années. On a plus d'une soixantaine de champions qui ont été titrés depuis le début du pôle. Le principe du champion, c'est d'abord les équipes opérationnelles. Pour ceux qui connaissent un peu moins le pôle, on a des hubs technologiques. Donc, on est un pôle technologique. Et on a un certain nombre de hubs technologiques avec dans chaque hub un coordinateur à temps plein et une équipe qui compose un bureau. Les champions, en fait, ils ressortent de ces équipes de terrain. Chaque année, je sollicite mes collègues coordinateurs pour leur demander quelle est l'entreprise qui, pour eux, pour leur équipe, pour leur hub, est la plus pertinente pour aller chercher le titre de champion. Cette année particulièrement, aujourd'hui, on va écouter Blue Mind. Et cette année, donc c'est ma collègue Florence qui, elle, a pris, avec son bureau, a pris le flambeau de proposer Blue Mind. Et donc, une fois que les entreprises sont proposées, on a un jury sur lequel vous allez… je vais vous montrer le slide du jury. Hop, si ça veut bien venir. Voilà. Hop, il est un peu trop loin. Je reviens. Et donc voilà. Donc on a un jury. Cette fois, il est parti trop loin. Voilà. Donc on a un jury qui est composé d'un certain nombre de sociétés d'investissement, d'établissements bancaires et également de la région Île-de-France, puisque nous sommes un pôle qui est basé en Île-de-France. Vous voyez également qu'on a Sovereignty. Sovereignty, c'est un fonds d'investissement sur la réindustrialisation dont la présidente, Fadwa Subé, est vice-présidente du pôle et c'est elle qui préside le jury des champions. Tous les ans, nous avons un champion qui participe au jury et un champion de l'année précédente. Cette année, c'était Uavia. Et puis cette année, on a un partenaire prestigieux qui nous a rejoints. Et Michael vous expliquera tout ça. Donc, c'est la société P&O Innovation qui est partenaire du pôle et qui est un acteur important de toute la dimension innovation à travers toute l'Europe. Donc, Michael, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, en quelques mots, je veux bien le slide, s'il vous plaît. Oui, donc P&O est un groupe de conseil européen spécialisé dans tout ce qui est conseil stratégique et opérationnel autour du financement public des activités de R&D et d'innovation. Nous sommes à peu près 650 personnes dans 10 pays, existant depuis une quarantaine d'années et avec environ 4000 clients. Et nous accompagnons les entreprises dans la définition, la structuration de projets et le montage de dossiers en réponse à des appels à projets ou des dispositifs de financement public au niveau régional, national, européen. Je veux bien le slide suivant, mais de manière un peu étendue, c'est-à-dire que vraiment le cœur de l'activité, effectivement, c'est la définition, structuration de projets, montage de dossiers, mais nous intervenons aussi en amont
sur ce qu'on appelle un peu la funding intelligence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces dispositifs sont très compétitifs, très concurrentiels, et donc, grâce à nos bases de données et nos études digitaux et nos expertises scientifiques, sectorielles et métiers sur ce sujet du financement public, eh bien, nous définissons la meilleure approche, nous positionnons au mieux le projet, nous identifions les meilleurs dispositifs auxquels postuler. Donc, on a des bases de données en termes de publications scientifiques, de projets montés, de brevets pour faire tout ce travail-là. Et en aval, nous intervenons aussi parfois dans la gestion de projets. On parle de très gros projets, hein, Innovation Fund par exemple. C'est possiblement un budget dépassant le milliard d'euros et dépassant les 100, 150 ou 200 millions de subventions publiques avec plusieurs dizaines de partenaires. Donc là, on intervient sur la gestion de projet, la coordination administrative financière et même parfois nous sommes partenaires de ces projets. Nous réalisons des études, état de l'art, analyse de la concurrence, études de marché, stakeholder analysis, dissemination plan, exploitation plan. Et dans le cadre du programme des champions, nous accompagnons les champions 2025 en les accompagnant sur ce qu'on appelle un International Grand Scan, c'est-à-dire que nous, au regard de leur roadmap, de leur portefeuille de projets, eh bien, nous identifions les dispositifs les plus pertinents au niveau régional, national, européen, mais aussi sur certains pays européens où ils souhaiteraient se développer, là pour voir ce qui se fait au niveau régional ou national. C'est tout pour moi. Très bien. Eh bien, nous te remercions, Michael. Alors, une petite slide pour des rappels pratiques. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions à l'équipe BlueMind dès maintenant sur le chat. Les questions, on les traitera en fin d'intervention de manière à ce que ça soit très clair pour tout le monde et que la présentation puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Juste avant de passer la main à l'équipe BlueMind, à Pierre et à Leslie, je voudrais quand même vous dire qu'est-ce que notre jury a apprécié particulièrement dans la dynamique de BlueMind. Ce qu'a apprécié particulièrement le jury, c'est l'approche d'un acteur emblématique de la souveraineté numérique française, aucun doute là-dessus. Le fait d'avoir concilié à la fois une souveraineté et une continuité d'usage. Vous le verrez, à la fois, il y a une innovation, et en plus de ça, il y a quand même un support natif d'Outlook qui est, je crois, unique au monde et qui permet de garder une forme de souveraineté avec une messagerie, open source et de conception et de fabrication française, et en même temps de garder son outil Outlook, et ça, c'est une vraie révolution. C'est une solution open source qui est mature, qui est déjà largement déployée, plus de 500 références dans le public, dans le privé, une trajectoire de croissance, j'allais dire, un petit peu, c'est ce qu'a retenu le jury, contrairement à ce qu'on voit beaucoup sur la dimension avec des levées de fonds, avec des montées en puissance financière quelquefois incroyables. Pierre, son dirigeant, lui, il a une vision de l'économie un petit peu finalement en bon père de famille, et finalement sur fonds propres, eh bien l'entreprise se positionne aujourd'hui au moment où il y a toutes ces problématiques géopolitiques pour monter vraiment en puissance avec une organisation et un capital qui est complètement maîtrisé. Ça, c'est un vrai point fort. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Eh bien, il y a aussi une approche, je ne sais pas si Pierre t'en parlera, mais moi, j'avais particulièrement apprécié la dimension approche de la résilience de cybersécurité avec une offre vraiment innovante. Et celle-là, moi, je l'apprécie particulièrement. Voilà, eh bien, maintenant, je vais vous laisser la main. Pierre, Leslie, c'est à vous. Très bien, merci Christian. Donc oui, nous avons une approche en fait sur le long terme pérenne de bâtisseur, ce qui n'empêche pas d'être ambitieux. Du coup, maintenant on va embrayer sur le sujet principal du webinaire et qu'on présente avec BlueMind, donc la souveraineté sur la partie messagerie. Et donc on va essayer, au-delà de toutes les incantations que l'on entend aujourd'hui, de tous les enjeux liés à la souveraineté, regardez concrètement sur le terrain pourquoi ce n'est pas si facile que ça pour les clients, les utilisateurs de migrer.
qu'est-ce qui pourrait bloquer, et puis surtout, quelle solution on a trouvé et qu'est-ce qu'on a fait pour permettre de débloquer cette situation. Donc, et Leslie, qui est avec moi, complétera aussi pendant l'exposé dans le chat, vous mettra quelques liens illustrant en fait certains propos, des liens vers des articles pertinents. Alors d'abord le contexte. Là, on parle de messagerie. Alors la messagerie électronique, hein, c'est vos emails, vos agendas. C'est quelque chose qui est devenu un standard. C'est un peu comme l'oxygène. On n'en parle pas forcément beaucoup. Vous regardez les tables rondes sur le collaboratif, toutes les grandes discussions. On parle rarement de la messagerie. Pourtant, c'est de loin l'application la plus utilisée et la plus critique. C'est un peu comme l'oxygène. On n'en parle pas. Par contre, si ça vient à manquer ou à chahuter, ça devient de suite la crise. Alors pourquoi cet aspect particulier de la messagerie? Un, c'est que c'est le moyen le plus simple de communiquer, et le premier moyen d'ailleurs de communication, parce qu'on a juste besoin d'une adresse email et pas d'autres questions pour communiquer avec n'importe qui. L'adresse email est d'ailleurs devenue l'identifiant par défaut sur Internet. C'est la première info que vous avez sur vos cartes de visite. C'est devenu le standard. Tout passe par la messagerie, ou en tout cas beaucoup trop de choses. Les commandes, les factures, les projets, les documents, les contrats, etc., les rendez-vous, tout passe par la messagerie. Donc, c'est un livre ouvert sur votre organisation. Autre aspect, c'est que du fait de cette place importante, la messagerie aujourd'hui, ça ne doit plus s'arrêter. Parce que les mails, ça arrive la nuit, notamment quand on est international, ça peut arriver tout le temps. Les alertes, même de vos systèmes, vont arriver par mail, etc. Troisième aspect, la messagerie, ça touche tous les utilisateurs. Ce n'est pas réservé à certains groupes, les commerciaux, telle catégorie d'agents ou autres, c'est tout le monde. Ça veut dire que la moindre évolution ou la petite évolution peut avoir un impact massif et que ce n'est pas réservé à une population d'initiés ou autres. Ça doit toucher tout le monde. Donc, des volumes de fou qui ne doivent jamais s'arrêter, donc une résilience très importante, qui touche tout le monde. Et dernier aspect, qui est particulier à la messagerie également, on n'arrive pas sur un terrain vierge où on va dire, moi je révolutionne l'interface, c'est ça l'interface. Pourquoi? Parce que les utilisateurs aujourd'hui sont habitués à de nombreuses interfaces, que ce soit Outlook, que ce soit sur mobile ou autre. On ne peut pas réinventer la roue. Si on est trop différent de ce qui existe, en fait, on est rejeté par les utilisateurs. Donc ça, c'était pour positionner le contexte de la messagerie. Une fois qu'on a dit ça, on peut très vite voir que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, aujourd'hui, on a un vrai sujet de souveraineté ou d'indépendance technologique parce que les principales solutions au niveau de messagerie sont toutes anglo-saxonnes. Et d'ailleurs, il y en a une qui domine énormément en entreprise, avec à peu près 80% du marché, c'est Microsoft. Ce qui fait peur aux gens, bon, tout le monde entend parler aujourd'hui, le contexte géopolitique un peu dramatique et exceptionnel, mais qui dure, avec les aléas des tergiversations ou des coups un peu de folie de Donald Trump. Donc, tout d'un coup, les droits de douane, tout d'un coup, il faut faire ceci ou cela. Mais plus que ça, nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est ce qui fait bouger les clients, les utilisateurs. En fait, c'est les augmentations tarifaires. C'est le fait de ne pas avoir de visibilité sur même ne serait-ce que le moyen terme en termes de tarifs, et donc de prendre des augmentations de 10, 15, 20, 30% presque tous les ans. Et ça, souvent, ça casse les budgets, ça casse le fonctionnement, ça oblige à arrêter des projets. Et donc, ça met les clients sur des trajectoires financières non tenables. Et donc, tout ceci fait qu'il y a un besoin fort aujourd'hui de souveraineté sur la partie messagerie, qui veut dire plus d'indépendance technologique, mais ça veut dire aussi qu'il faut maîtriser ces solutions, de maîtrise des données. On a beaucoup parlé de la souveraineté au départ par rapport à la maîtrise de ces données, mais ce n'est pas que ces données, hein, c'est vraiment aussi toutes les technos ou autres, ces solutions, parce que si on n'a pas de solution, on ne pourra pas arriver à être souverain. Et très important, la maîtrise de son budget. Et effectivement, c'est souvent aujourd'hui le facteur décisif. Alors, une fois qu'on a vu ça, qu'on a posé le contexte, on pourrait se dire, bon, écoutez, vu le contexte, vu les aspects financiers, aujourd'hui, tout le monde a intérêt à être souverain, la plupart ont compris les enjeux, il n'y a plus de questions, tout le monde est censé migrer ou tout le monde doit migrer, non? Eh bien, ce que l'on constate, c'est que non.
en fait, on ne constate pas de migration massive, hein. Alors nous, chez BlueMind, on a quand même plusieurs centaines de clients et on a une vraie grande traction sur le marché, sur le terrain. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est quand même pas si trivial. Alors pourquoi? Quand on écoute les tables rondes ou les grands discours sur la souveraineté, souvent les acteurs se limitent un petit peu à dire des arguments de type ben, c'est parce que les DSI sont biberonnés à Microsoft ou ils sont habitués. Ou alors, ben, on ne va jamais reprocher à un DSI d'avoir choisi Microsoft, donc les gens choisissent la sécurité. Ou alors, les DSI ont un côté un peu de, alors pas de feignant, mais de pas assez de réflexion ou de recherche, et donc ils ne connaissent pas assez les alternatives. Alors, tout ceci peut avoir une part de vrai selon les cas et selon certains sujets. La réalité, c'est que ce qui bloque vraiment les migrations, c'est pas ça, c'est pas juste le DSI, il n'a pas envie ou il est feignant, ça, c'est pas vrai. Ce qui aujourd'hui entraîne tout, ce sont les usages et l'organisation que les organisations ont avec ces usages. Alors pourquoi? Et notamment, hein, je le répète, dans le domaine de la messagerie, mais tout simplement, c'est que la messagerie est au cœur du SI. Au-delà de l'annuaire, qui on va dire c'est la brique centrale, l'identité, l'annuaire, le premier service, qui est d'ailleurs très corrélé à l'annuaire, c'est la messagerie. Donc la messagerie est implantée très profondément dans le SI. La messagerie, c'est également l'application, l'outil principal d'organisation de ces journées, l'agenda, les mails. Voilà, vous avez été invité par mail à ce webinaire, entre la com, les liens d'inscription, c'est par mail, beaucoup de choses sont par mail. Et donc, c'est l'outil principal d'organisation des VIP sur leur mobile, sur leur rendez-vous, que ce soit des élus, que ce soit des directions, que ce soit des commerciaux. Et donc, ça a un critère, un aspect très important que si vous chahutez un petit peu ça, ça peut désorganiser, et notamment des VIP qui auront une patience très modérée de voir leur système principal utilisé qui chahute ou qui marche mal. Je pense que ceux qui gèrent la messagerie savent de quoi on parle. Dès qu'il y a un petit problème sur une balle ou sur un agenda d'un VIP, le niveau de criticité est de suite maximum. Autre aspect, c'est que, on l'a vu, la messagerie c'est utilisée par tout le monde et donc les utilisateurs ont développé des habitudes sur la messagerie. Et donc, changer des habitudes, ça a un coût, ça demande un effort et vu que c'est un outil ultra standard, ce n'est pas forcément l'outil du métier de base, les gens n'ont pas forcément envie de passer du temps à changer certaines habitudes. Maintenant, ça, l'habitude, ça se travaille quand même, mais ça s'accompagne, le changement d'habitude. Mais ce qu'on constate, c'est que côté utilisateur, ce n'est pas juste de l'habitude d'ergonomie ou d'usage. C'est en fait de l'habitude aussi de fonctionnalités avancées que l'on va typiquement trouver dans le client de messagerie de Microsoft Outlook. Il y a pas mal de fonctionnalités, et d'ailleurs, on va en parler, on va les voir, qu'il est seul à proposer et auxquelles les utilisateurs se sont habitués et arriver à fonctionner sans ces fonctionnalités, ça devient beaucoup plus compliqué de gérer un conseil électoral, plus compliqué de gérer la partie délégation. J'ai un assistant ou une assistante qui va gérer pour moi mon agenda, ma boîte aux lettres, etc., etc. Et ce que l'on voit aussi, c'est que la messagerie est rentrée dans beaucoup de process métiers. On fait des migrations de services d'administration centrale, par exemple, où on constate que il y a pas mal de services dont l'organisation dépend de boîtes aux lettres partagées particulières, des boîtes aux lettres partagées à l'exchange, avec agenda, avec signification au niveau des catégories, des tags, des filtres, etc. Et donc, changer de messagerie sans ces fonctionnalités ou ces caractéristiques, ça revient à casser des process métiers. Et donc, c'est tout ça, cet ancrage de la messagerie au cœur des SI et des usages, qui fait que changer de messagerie, si on n'est pas capable d'apporter quelque chose qui réponde à tous ces besoins, en fait, c'est très compliqué pour les organisations. Ils vont vous dire, oh là là, mais on a 227 applications qui se connectent à la messagerie, qui utilisent la messagerie, des services qui utilisent, etc., etc. Et donc, le nerf de la guerre aujourd'hui, pour arriver à migrer, on le voit nous sur tous les projets, petits ou gros, c'est le côté usage et le côté est-ce qu'on va arriver à apporter quelque chose de suffisant pour l'utilisateur et l'organisation.
Une étude réalisée par l'Eco et Ipsos qui est sortie toute fin janvier de cette année dans le très bon référentiel de l'Eco sur le collaboratif, explicitait un graphe ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il y avait une question sur quelles sont les attentes prioritaires dans le choix des outils numériques, notamment collaboratifs, demandés aux utilisateurs. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que le critère solution souveraine intervenait entre 12 et 15%, que ce soit public ou privé. Alors que l'adéquation de la solution et la réponse aux usages, c'était toujours plus de 60%. Une fois qu'on voit ceci, on comprend bien que le point clé de l'utilisateur, c'est l'usage, et ça vient avant le sujet souveraineté. D'ailleurs, nous, chez Bluemind, on avait perçu ça depuis très longtemps, puisque dès 2016, on a adopté un slogan qui était Bluemind, la messagerie, les habitudes, non, la souveraineté enfin réconciliée avec les habitudes utilisateurs. Tout ça pour dire que souveraineté, c'est bien, mais si on n'a pas les habitudes, ça ne passera pas, et que l'important, c'est d'avoir les deux. D'abord, répondre aux usages, et après, proposer souverain. Après ce grand discours, si on résume de façon très, très simple, dans le périmètre de la messagerie, quelles sont les attentes des utilisateurs, ce que l'on constate sur le terrain, on se rappelle, à 80% des clients utilisateurs sont sous Microsoft, utilisent Outlook. Et de façon non étonnante, que veulent les utilisateurs? C'est de pouvoir garder Outlook. Ils sont très OK pour changer la partie serveur, avoir des données en France sur un hébergement sécurisé. Par contre, la partie interface, habitude et fonctionnalités avancées qu'ils ont, ils souhaitent le garder. Donc ça, c'est vraiment le point clé si on doit en retenir un. Et donc, on se retrouve dans un contexte particulier qui est les utilisateurs, vu tous les enjeux de souveraineté, de coûts, les organisations ont compris ou ont un enjeu important de migrer, mais point de vue usage, ils ont aujourd'hui quelque chose qui leur convient. Il ne faut pas se mentir, les utilisateurs sont plutôt contents de ce qu'ils ont. Donc, ils doivent migrer, mais pour quelque chose dont ils sont satisfaits. Donc, tout l'enjeu ne va pas être d'essayer de disrupter ou de faire quelque chose, etc. Tout l'enjeu va être de dire il faut qu'on garde au maximum à l'identique, qu'on diminue les frictions et qu'on permette aux gens de migrer le plus fluidement possible avec le minimum de friction. Et donc, ça, c'est tout l'enjeu. C'est en gros, il faut arriver à changer, mais sans changer ou permettre à l'organisation de continuer sans trop l'impacter. Et donc, pour ça, mais qu'est-ce qu'il faut? Donc, nous, on a analysé, on a vu quelles sont les solutions maintenant et qu'est-ce qu'on a mis en œuvre chez Bluemind. On va le voir, il y a 3 points. Et le premier, c'est un bon produit et un produit qui répond aux attentes des utilisateurs, très important. On ne peut pas juste être fournisseur, pas s'adapter aux attentes des utilisateurs, ce qu'on entend trop souvent, on propose un produit qui ne répond pas forcément aux attentes, et puis après, on ne comprend pas que les clients ne viennent pas alors qu'on est souverain. Ben oui, mais c'est au fournisseur de s'adapter à la demande et aux besoins des clients. Donc, le premier point, c'est un bon produit qui répond aux besoins. On va le voir, on va détailler. Le deuxième, tout aussi important, c'est la capacité de migrer. Eu égard des volumétries qui passent en messagerie, du fait que la messagerie ne puisse pas s'arrêter, du fait que c'est utilisé par tout le monde, la capacité de migrer, c'est quelque chose qui n'est pas trivial et c'est important. On va le voir, donc de déployer et de migrer. Et le troisièmement, c'est un peu moins spécifique à la messagerie, mais c'est très important vu l'ampleur de la messagerie, c'est de bien accompagner les utilisateurs et les usages. Donc, un bon produit, vous l'avez compris avec la première partie de ce discours, dans la messagerie, pour répondre aux attentes des utilisateurs, c'est d'arriver à leur permettre de garder, alors pas forcément pour tout le monde, et pas forcément de façon indéterminée, mais de permettre de garder Outlook, de changer la partie serveur, de changer les serveurs Microsoft, que ce soit Exchange 365, mais de garder Outlook pour toute ou partie de la population. On peut vous le dire, hein, nous, chez Bluemind, c'est la demande numéro 1. Si on doit schématiser la demande, c'est bonjour, on a vu votre produit, ça nous plaît, voilà, on est 5000, on voudrait savoir combien ça coûte, mais oui, on voudrait préciser aussi, on est sur Outlook et on souhaiterait pouvoir garder Outlook. La caricature de la demande que l'on a depuis pas mal d'années aujourd'hui, c'est vraiment celle-ci. Donc, c'est ce qu'on a fait et ce travail, tu l'as cité, Christian, tu as bien vu le sujet,
En fait, ça a été un travail colossal, hein, c'est plus de 40 années de R&D. C'est quelque chose qui est de très très loin le sujet le plus compliqué que l'on ait fait, puisqu'en fait, c'est des spécifications, il y a plus de 140 documents de spécification. Tout n'est pas spécifié, il y a beaucoup de choses qui sont binaires, il y a des documents qui font 150 pages, il y a des choses qui sont non documentées, donc il faut faire du reverse engineering, ça sont très compliquées. Et puis Outlook, lui, il a l'habitude qu'on lui dise jamais non. Quand il fait quelque chose, en face, il y a les serveurs de Microsoft qui le disent toujours oui. Et donc, il fait à sa façon. Donc, c'est toujours à nous de nous adapter. En tout état de cause, aujourd'hui, on l'a fait, ça marche, et c'est vraiment un des points clés qui nous permet de migrer beaucoup de clients. Et c'est compliqué puisqu'on est obligé de faire en sorte que permettre à Outlook de fonctionner, alors qu'il a un comportement très, très particulier, mais tout en fonctionnant également avec les autres outils, parce que nous, l'enjeu, ce n'est pas de dire à tout le monde, il faut rester tous sur Outlook et avec Eternam. Pas du tout. Notre enjeu de supporter Outlook, c'est permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir rester sur Outlook, hein, souvent dans les directions, dans les cabinets ministériels, dans les élus ou autres. Il y a ce souhait-là, ou des fois des commerciaux. Mais notre enjeu ensuite, c'est d'arriver à diversifier les accès. Et donc pour ça, on supporte Outlook, mais pas que. On propose par exemple le meilleur support pour Thunderbird, qui est le client du messager open source, qui tourne sous Windows, Mac et Linux, qui est plutôt un bon client de messagerie, alors pas apprécié par tout le monde, mais c'est quand même un bon client de messagerie, mais qui n'est pas bon en collaboratif. Et donc dans BlueMind, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé cette partie collaborative et on vient mettre celle de BlueMind. Donc quand vous avez Thunderbird, vous avez le client de mail Thunderbird, avec l'agenda et les partages des carnets d'adresses de BlueMind et toute la configuration que vous permet BlueMind. Donc, la gestion des partages, par exemple, de calendrier, vous pouvez la faire directement depuis le client. Autre sujet, c'est qu'on va le voir, on apporte un webmail très moderne, et ça, on va le détailler un petit peu. Et puis, on a un support avancé des mobiles, puisqu'aujourd'hui, la moitié des usages en messagerie se font depuis les mobiles, que ce soit pour consulter rapidement ses mails en déplacement ou autre, ou notamment ses agendas. Alors, le webmail. Donc, on a un webmail aujourd'hui moderne. Hein, on avait intégré un webmail, on a refait le nôtre. Un chantier, ça fait plus de 7 ans maintenant qu'il a été démarré, aujourd'hui complètement opérationnel, qui nous permet de proposer une ergonomie très proche d'un client lourd. On va fonctionner par synchronisation. On a un bout de mode de support de mode déconnecté. Et puis, on va voir un point très important, c'est que toutes les fonctionnalités avancées que l'on supporte parce qu'on supporte Outlook et que ce sont des fonctionnalités que propose Outlook, en fait, on les intègre dans BlueMind et on les met à disposition également dans le webmail. Et donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu. Un des sujets très importants, notamment dans les collectivités, mais pas que, dès qu'on a le sujet VIP ou direction assistant, c'est la gestion de la délégation. C'est agir en tant qu'une autre personne ou de la part d'une autre personne. À droite, voilà comment c'est présenté dans Outlook ou dans Microsoft, bon, sachant que selon les versions ou 365, ça évolue un peu. Et voilà ce qu'on a mis, nous, dans BlueMind. On a fait la synthèse des différentes versions de Microsoft et donc, on a mis ça dans BlueMind. Donc, vous pouvez définir le niveau d'impersonnification. Quand je délègue ma boîte aux lettres, je peux déléguer à quelqu'un qui pourra agir en tant que moi, donc agir à mon nom, ou alors de ma part, ça veut dire, c'est par exemple Leslie qui va écrire, c'est Leslie, entre parenthèses, ça va préciser Leslie de la part de Pierre. Et ensuite, je vais pouvoir dire pour tous les objets, par exemple sur l'agenda, sur les tâches, sur les carnets d'adresses, etc., quels sont les niveaux de délégation que l'on pourra donner. Mais tout ceci, ce n'est pas juste un droit d'écriture sur un objet, c'est un process métier. Ça veut dire que si je délègue mon agenda à quelqu'un, par exemple à Leslie, lorsqu'on va m'inviter, c'est Leslie qui recevra automatiquement mes invitations et qui pourra les traiter ou pas de ma part. Donc ça, on l'a intégré dans BlueMind. Ça fonctionne exactement et nativement avec ce que propose Microsoft, et ça fonctionne, et Outlook, et ça fonctionne également dans le webmail BlueMind. Puisqu'un des enjeux, c'est de dire, on met la fonctionnalité, ceux qui veulent rester sur Outlook, ils l'ont, mais ceux qui veulent aller sur le webmail, ils l'auront aussi, et vous pouvez avoir des populations mixtes. Donc, une partie sur Outlook, une partie en webmail. Parce que c'est d'ailleurs, c'est tout l'enjeu des projets,
très souvent, une fois que les gens ont choisi BlueMind, la question d'après, c'est mince, qui on garde sur Outlook et qui on arrive à passer en webmail. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça fluctue. Au début, c'est allez, tout le monde en webmail. Et puis après, non, quand même, ça c'est trop radical. La direction ne voudra pas, eux ne voudront pas. Gérer ce changement, c'est trop abrupt. Donc, on va garder telle et telle personne ou population sur Outlook. Et ça, ce qui est bien avec BlueMind, c'est que vous n'avez pas forcément à faire le choix au départ. Vous allez pouvoir faire évoluer votre choix dans le temps, même dans les phases projet. Et vous n'aurez pas deux catégories, c'est-à-dire la catégorie des gens qui ont Outlook, c'est ceux qui ont une messagerie avancée, et puis les autres, la France d'en bas, ils ont la messagerie du pauvre. Non, avec BlueMind, la messagerie en webmail, fonctionnellement, elle est aussi riche qu'Outlook. C'est juste que c'est un webmail, donc ce n'est pas un client lourd. Vous avez quelques petites différences. Mais c'est une messagerie très riche fonctionnellement. Autre particularité que nous avons fait avec BlueMind, pour encore une fois permettre aux gens qui sont sur Exchange ou 365 de sortir en minimisant les différences, c'est le support des boîtes aux lettres partagées à la Exchange. Une boîte aux lettres partagée à la Exchange, c'est une boîte aux lettres comme d'un utilisateur, c'est-à-dire qu'il va avoir ses hiérarchies de dossiers, ses mails ou autres, mais qui aura également des agendas, des carnets d'adresses. Et donc ça, c'est très, très utilisé comme boîte aux lettres de service, avec différentes personnes qui ont accès à cette boîte aux lettres, avec du coup l'agenda du service, la boîte de service, les filtres pour gérer automatiquement certains mails dans le service, etc. Donc ça, c'est très, très demandé, et BlueMind est la seule solution du marché aujourd'hui à proposer ceci. Donc là, pareil, que ce soit un usage Outlook ou que ce soit un usage webmail, ou d'ailleurs intégré aussi avec Thunderbird. Autre sujet, les catégories. Donc les catégories, c'est ce qui va permettre de catégoriser des mails, on peut appeler ça des tags ou des étiquettes, ce sont les dénominations. Et donc c'est très utilisé lorsqu'on a une vision un peu métier de la boîte aux lettres. Donc ça peut être, on peut mettre des catégories qui représentent des années, des noms de clients, des projets, des domaines comme congé, comme, etc., etc. Donc on va dire que les catégories en soi, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Beaucoup de solutions proposent. Ce qui est nouveau dans BlueMind, c'est que les catégories que l'on va retrouver dans BlueMind en web seront les mêmes que celles d'Outlook. Ça veut dire que, encore une fois, quand vous aurez des populations que vous allez pouvoir diversifier, une partie sur Outlook et puis petit à petit, je les fais passer en webmail, les gens vont retrouver leurs catégories. Pareil, nous sommes les seuls à faire cette dualité. Et ce sujet qui peut paraître tout bête, en fait, c'est un sujet qui illustre la complexité d'arriver à supporter Outlook. Je vais vous donner juste un exemple pour faire une petite digression technique. Outlook, les catégories dans un message, il les stocke directement dans le message. Là où toutes les autres solutions vont stocker une catégorie, par exemple une table de liaison qui va dire ce mail, il est lié à telle et telle catégorie. Mais ça veut dire que si vous voulez renommer une catégorie, typiquement dans BlueMind, c'est facile, mais si c'est une catégorie qui était posée sur 20 000 mails, mais dans Outlook, ça va lui demander de réécrire 20 000 mails. Donc ça, c'est une tâche qui, côté serveur, va être éminemment compliquée, complexe, qui va demander de faire des tâches asynchrones, etc., etc. Donc la chose qui paraît toute bête, le fait de la faire fonctionner avec Outlook et le webmail, donc que ce soit de façon générale, eh bien, c'est quelque chose qui devient éminemment complexe. Et toute l'innovation dans BlueMind a été de supporter toute cette série de protocoles, de tâches de Microsoft, mais en plus de le supporter en le rendant compatible et en permettant l'accès depuis d'autres systèmes. Et ça, c'est quelque chose qui complexifie grandement et que nous sommes arrivés à faire avec BlueMind. Et d'ailleurs, je l'ai peut-être déjà dit, mais que nous sommes les seuls au monde à être arrivés à faire. C'est pour ça qu'on met aussi bien en avant ce sujet-là. Bon, d'autres fonctionnalités, et dans la messagerie, c'est un peu comme dans un traitement de texte. On va dire, ah, mais les gens n'utilisent que 10% ou autre. Oui, 10%, mais en fait, il y en a plus de 2000 fonctionnalités dans la messagerie. Par exemple, l'importance des messages. Vous allez avoir des clients qui vont se servir du tag importance des messages, exactement de la même façon qu'ils les retrouvent dans Outlook, pour avoir une indication métier. Si je mets tel niveau d'importance, ça devra être traité de cette façon-là. Donc ça, pareil, nous l'avons intégré dans BlueMind et compatible avec exactement ce que fait Outlook. Autre exemple de process métier que propose Outlook et que l'on a intégré, c'est le transfert d'invitation.
Je reçois une invitation. Vous savez qu'une invitation agenda, ça se matérialise dans la messagerie par un mail, en gros, avec un fichier ICS qui représente un rendez-vous, une proposition de rendez-vous. Très souvent, on va dire, ah ben tiens, je t'envoie cette invitation, je te forward juste le mail. Voilà. Dans le monde de Microsoft, un transfert d'invitation, ce n'est pas uniquement un transfert de message, c'est un process métier. Donc, si moi, je suis invité, par exemple, à ce webinaire et que je voudrais inviter Leslie, je peux faire un transfert d'invitation. La différence, c'est quoi? C'est qu'un, elle va recevoir un mail avec l'invitation, mais l'organisateur de la réunion ou du rendez-vous va également recevoir un mail qui va lui dire le participant Pierre Baudraco a décidé d'inviter Leslie Saladin à cette réunion. Donc, l'organisateur est informé. Et nous, on est allé même plus loin que Microsoft, c'est-à-dire qu'on va permettre par protocole à l'organisateur de dire ben non, je n'accepte pas, parce que moi, j'ai fait un conseil de direction ou autre, c'est lui que je veux, ce n'est pas un de ses délégués ou une autre personne. Et donc, ça vous permet de gérer des choses comme ça. Donc là aussi, on le voit, le métier est rentré dans la messagerie. Donc, si on ne sait pas proposer ça, encore une fois, les utilisateurs habitués à ceci se retrouvent démunis. Autre exemple, la contre-proposition de date. Je suis invité à une réunion, on m'a proposé une date, et par protocole, directement par les interfaces de Bluemine, je vais pouvoir dire cette date ne me correspond pas, à 10 heures, je ne peux pas, je propose 11 heures. Et là, c'est directement dans les interfaces, je vais cliquer, je vais choisir la nouvelle heure. C'est pas, je renvoie un mail pour dire non, je ne peux pas, tatati, tatata, je préfère 11 heures. Donc ça aussi, c'est par protocole. Ça aussi, Outlook le supporte. On l'a supporté, on le rend accessible en web. Les mail types, chose tout bête que propose Outlook. Typiquement, je veux écrire un mail à Christian Gautreau. Je n'ai pas commencé à écrire ou rédiger, je n'ai pas envoyé le mail, j'ai tapé l'adresse de Christian. Alors là, dans l'exemple, c'est Ada Lovelace. Eh bien, si Christian n'est pas là et a son répondeur activé, je vais le savoir immédiatement. Voilà, je n'ai pas envoyé le mail, je sais qu'il est sous répondeur. Ou alors, je sais que sa boîte aux lettres est pleine. Pourquoi ça peut être important? Si vous voulez écrire à quelqu'un, en fait, d'habitude, vous écrivez, si jamais il est sous répondeur, après coup, vous allez recevoir un mail de réponse, ah ben je suis en congé, je suis de retour, etc. Le sujet, c'est que de le savoir à l'avance, ça va vous permettre de dire, mince, il n'est pas là, mon mail c'est urgent, je vais directement mettre en copie quelqu'un d'autre ou dans l'organisation, etc. Donc ça aussi, il y a plein de petits détails voilà, qui sont proposés par la messagerie Microsoft et que nous, on a repris, qu'on est les seuls à reprendre. Encore une fois, c'est tous ces sujets-là, c'est pour s'approcher au mieux des usages, pour permettre les migrations, pour que les utilisateurs, quand ils passent à Bluemine, soit ils gardent Outlook, soit ils passent en webmail, mais ils retrouvent le même niveau fonctionnel de ce à quoi ils étaient habitués. Pour en citer d'autres, là je vais aller vite, la corbeille à double fond qui permet de répondre au scénario « Oh là là, tel VIP ou telle autre personne dit qu'il a perdu un mail ». Là, on va lui permettre directement de rechercher, non pas dans sa corbeille, mais dans un deuxième fond qu'il ne pourra pas effacer. Comme ça, il est seul à savoir avec quels critères il peut rechercher son mail, quels mots-clés, etc. Ça, c'est important, ça décharge beaucoup les équipes support. Autre sujet, là, alors qui n'est pas directement lié à ce que propose Microsoft, mais on a intégré l'authentification multifacteur, aspect important dans cette période de cybercrise, cybersécurité, de phishing ou autre. Bon, la messagerie étant le premier outil d'attaque, hein, c'est important d'avoir un niveau de sécurité important. Donc, on a ça aujourd'hui dans Bluemine. Alors là, ce que j'ai montré, c'était des exemples que l'on propose pour illustrer quand on dit on se concentre sur l'usage. Ce n'est pas juste on envoie un mail, un agenda. C'est non. Chaque fonctionnalité, elle est creusée, on va très loin et on fait en sorte de donner une continuité à ce que les utilisateurs connaissent sur Outlook. C'est sur le domaine de la messagerie pure. Et c'est très important parce que sans tout ça, en général, les migrations ne se font pas. Maintenant, la messagerie, ça ne vit pas tout seul dans son univers, même si c'est au cœur vraiment très profond du SI. C'est aussi l'appli la plus utilisée et donc c'est souvent l'appli qui est toujours ouverte sur le bureau des utilisateurs, sur le poste des utilisateurs. Et donc souvent, les utilisateurs n'aiment pas trop multiplier les applications et aiment bien pouvoir
Par exemple, depuis la messagerie, aller directement à leur visio, gérer leur invitation, cliquer sur le lien de la visio depuis la messagerie, etc. C'est pour ça que lorsqu'on est en premier niveau, BlueMind, on sait s'interfacer avec pas mal d'autres solutions. Alors, quand c'est côté visio, on sait s'interfacer avec Teams, on sait s'interfacer avec Zoom. Aspect intéressant, ce sont eux qui sont venus nous voir, comme on a des clients, par exemple, comme la ville de Marseille, comme les ministères, comme des gros clients dans le privé, comme Hugo Laforêt ou autres. Ah, ben vous avez nos clients, on voudrait pouvoir s'interfacer avec vous, parce qu'en gros, on aimerait bien vendre aussi nos solutions. Mais on va également s'interfacer avec pas mal de solutions open source. BlueMind est une solution open source. On apprécie le côté transparence. Et donc, avec des solutions comme l'Inphone de nos amis Beldon, comme Jitsi, Exivo, etc., etc. WebEx, bon, ça c'est pas open source de Cisco, ou Nextcloud. Il y a de plus en plus d'intégration BlueMind avec Nextcloud. Puisque la messagerie aujourd'hui, c'est plus seul dans son univers. Et l'étape d'après, on a vu l'intégration BlueMind avec des outils un peu unitaires. L'étape d'après, ce sont les digital workplace, donc les solutions qui ont vocation à remplacer votre bureau en entier, votre espace de travail. Et donc là, BlueMind aujourd'hui est régulièrement choisi par les différents digital workplace pour apporter la brique messagerie. On peut citer Exo, MyBsuite, la suite, le consortium Hexagon, dans lequel on fait partie avec Intersys, on est souvent utilisé par Gelios, ou Orange également. Orange, où on va d'ailleurs cet après-midi à l'Orange Business Summit, puisqu'ils vont annoncer la sortie de Live Collaboration, qui est leur grosse solution collaborative souveraine. Alors, beaucoup ont entendu parler de Bleu. Maintenant, Orange lance Live Collaboration et la messagerie de Live Collaboration, eh bien, c'est BlueMind. Deuxième volet, et là, ça va être beaucoup plus rapide, la capacité à migrer. J'ai un seul slide. Une fois qu'on a trouvé un bon produit, eh bien, changer de messagerie, ce n'est pas simple parce qu'il faut arriver à quand est-ce qu'on coupe, parce que les volumétries se comptent en téra, dizaines de téra, centaines de téra, parce qu'il y a tout un tas de questions de format, de reprise. Lorsqu'il y a beaucoup d'utilisateurs, ça prend du temps, tout ça. Donc, comment on gère la transition, comment on gère la cohabitation, comment on gère la reprise de données, sachant que les données, ce n'est pas juste mail, agenda, contact. Il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement les mails avec tous les dossiers, les hiérarchies, mais également les boîtes aux lettres partagées, comment on gère tout ceci, les agendas de ressources, les carnets d'adresses, les carnets d'adresses partagés, les tâches, les notes. Dans Outlook, vous avez les notes, et les filtres de messagerie. Est-ce qu'on est capable de reprendre tous les filtres qui ont été mis jusqu'au message d'absence? Tout ça, avec BlueMind, ils ont fourni un outil qui s'appelle le BM Migrator, qui permet de reprendre tout ceci, qui est très évolué, qui va reprendre tout ceci de façon incrémentale. Donc, on peut faire plusieurs runs par population, ou on fait un premier run, et puis après, on ne fait plus que l'incrément pour ne pas avoir à remigrer tout l'énorme volume. Et donc, on va migrer les données, mais également le contexte, donc l'état du message d'absence. Quel partage vous aviez? Comme ça, l'utilisateur, quand il a migré, il retrouve exactement son contexte avec les boîtes auxquelles il avait accès, les agendas qu'on lui avait partagés, etc., etc. Et ça, c'est très important parce que les données brutes, ça ne suffit pas. Donc ça, la capacité à migrer, à déployer, c'est un sujet qui bloque certains projets et sur lequel on a énormément investi en fournissant des outils justement pour automatiser au maximum tous les aspects techniques. Après, il reste tout le côté organisation. Projet de messagerie, c'est rarement un projet trivial ou simple, mais en tout cas, d'avoir des outils qui s'occupent des tâches compliquées techniquement, c'est un gros avantage. Dernier point, c'est accompagner ses utilisateurs. Donc là, BlueMind, on est un vrai éditeur, on est en fonctionnement d'éditeur. Le produit est open source, nous, on vend une souscription qui rajoute tout ce qu'apporte un éditeur, donc des docs qui sont toujours à jour, avec beaucoup de documentation, d'utilisation, d'exploitation, d'administration, d'intégration, d'interface, etc., etc. On va fournir des petits guides, vous l'avez en bas à gauche, qu'on appelle nous des triptyques, c'est des volets, des A4 recto verso qu'on peut plier en 3, très, très pédagogiques, synthétiques. Par exemple, un sur l'agenda. Comment je crée une réunion, comment j'invite, comment je délègue ma participation, comment je crée mon conseil électoral, comment je réserve une ressource. Donc, des réponses très, très précises, donc très, très opérationnelles. On va permettre de fournir des vidéos, beaucoup de vidéos, beaucoup réalisées d'ailleurs par Leslie, en moins de 2 minutes. Voilà, comment je gère les catégories, comment je fais ceci. Donc, toujours en 2 minutes, donc format très simple
pour appréhender et très apprécié. On a un blog avec beaucoup d'articles, etc., etc. Et on vient de lancer un club utilisateur qui est un de nos prochains rendez-vous. Donc, en synthèse de tout ceci, je dirais que tout ce que j'ai montré là, en fait, c'est pour illustrer que réussir de migrer sa messagerie, de quitter les solutions de Microsoft, d'aller vers une messagerie souveraine, ce n'est pas un sujet d'incantation, ce n'est pas juste un sujet de ah, ben, on ne veut pas, il n'y a pas assez de volonté, etc. On est vraiment sur un sujet d'usage et que la réponse, elle se passe sur le terrain et dans les innovations, dans tous les détails fonctionnels, tout l'accompagnement fonctionnel que l'on va permettre ou offrir à l'utilisateur pour qu'il reste dans un domaine connu, sur un usage connu et qu'il ne soit pas perturbé et qu'il puisse continuer à travailler de façon personnelle, mais également dans l'organisation, avec toute la notion des partages et de la collaboration. Donc ça, c'est tout ce travail aujourd'hui qui paye, hein, puisque on va dire qu'on est nous un peu assaillis sous les demandes et que le pari qu'on avait fait, il se concrétise, puisque toutes les demandes, c'est on est sous Microsoft, on veut bien quitter, mais par contre, il faut qu'on puisse garder Outlook au moins un certain temps, le temps de quelques années ou certaines populations, sinon on n'arrivera pas à migrer. Donc voilà, en synthèse, ça permet de concrétiser la sortie des serveurs Microsoft. Alors, il restait un slide. Alors, je ne sais pas pourquoi il est parti. Voilà, dernier slide. Où vous pourrez nous retrouver. Donc, c'est le club utilisateur. Alors là, par contre, il faut s'inscrire. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On aura des ministères, des collectivités. Ça se passe chez un client. On aura même, je pense, une télé qui va venir, une télé nationale qui va venir filmer. On sera présent au FIC, le Forum InCyber à Paris, au Salon du Digital Workplace à Paris également, 8 et 9 avril, au congrès du coteur numérique, d'ailleurs, dont la ville de Chelles, le président du coteur, a choisi Bluemind à Reims. Et pour clôturer, la solution dont parlait Christian, qui lui a fait tant briller les yeux, c'est qu'on a décliné, c'est la seule variante de Bluemind, une version de Bluemind en tant que messagerie de secours ou de crise. Donc, vous avez subi une cyberattaque, vous n'avez plus d'outils de communication dans une grande organisation, c'est vraiment très compliqué. Et donc, on a une messagerie qui est hébergée, qui est issue de l'hébergement sécurisé Sectum Cloud, qui est décorrélée de votre système d'information, qui peut s'activer par simple clic et qui vous permet de collaborer, de faire fonctionner la cellule de crise, que ce soit en visio, que ce soit en messagerie, en gros, un claquement de doigts. Et ça, c'est quelque chose où on a des très gros clients. Alors, on ne peut pas les citer puisque c'est dans le domaine de la cyber, mais que ce soit dans le monde hospitalier, que ce soit dans les assurances, dans les grands territoires, on a des très grands clients là-dessus. Et j'en ai terminé, je pense, avec la présentation. Très bien. Eh bien, merci Pierre. Là, on comprend à ta présentation que le titre de champion est largement mérité. Sur le parcours, sur l'approche vraiment concrète de dire on fait de la tech, on fait de la R&D, et tu l'as expliqué hein, sur le nombre d'équivalents de jours de R&D, mais c'est d'abord pour répondre à un usage, et l'usage, on le sait très bien, et tu l'as très bien expliqué, la pratique de la messagerie, que ce soit dans les environnements professionnels et même privés, publics et grandes entreprises, c'est vraiment l'outil de référence. Et donc, il fallait vraiment que le rassurer et faire en sorte que ça puisse être garanti pour tous les utilisateurs et pour les DSI qui poussent le sujet, parce que sinon, c'était sur leur petite tête que ça allait tomber. Donc là, franchement, pour ça, bravo. Et puis, pour le dernier sujet que tu as présenté, ben là, c'est tout le talent de toi et tes équipes d'avoir perçu que justement, en termes d'usage et de messagerie, là où il y avait un vrai souci, et c'est là où il fallait être très réactif, et pour pouvoir continuer à discuter et être opérationnel en mode secours, eh bien, d'avoir décliné, faire une déclinaison vraiment très, très pertinente sur la partie cybersécurité et en cas d'attaque. Donc, encore une fois, bravo. On va passer on a un certain nombre de questions, donc je vais vous les poser. Alors, la première question. Au-delà de la messagerie, quelles intégrations dans la partie agenda pour planifier une visioconférence, alors tu l'as peut-être dit après, hein, ou gérer des ressources, salle de réunion notamment?
Alors, oui, je l'ai dit, on s'interface avec Teams, on s'interface avec Zoom, on s'interface pour les visios avec Jitsi. On est en train de terminer une interface avec Pexip. Je pense qu'on va bientôt avoir une interface avec Biblioton. Mais en tout cas, la notion de visio est comprise dans BlueMind, donc ce n'est pas très compliqué aujourd'hui de rajouter des interfaces. C'est pas bloquant. Voilà, ça, c'est facile. S'il y a une nouvelle solution qui arrive ou autre, on commence à regarder LiveKit aussi, par exemple, qui est l'outil qui est utilisé derrière Visio. Voilà, ça, c'est des choses sans problème. Et sur la partie gestion des ressources, on a une gestion des ressources intégrée dans BlueMind directement, réservation de salle avec administrable ou pas, réservation automatique ou avec modération. Donc, tout ça, c'est intégré dans BlueMind. J'en profite juste pour dire que pendant ta présentation, Pierre, j'ai poussé beaucoup d'informations dans le chat pour compléter ce que tu disais. Là, tu viens par exemple de parler des ressources. Donc, on a aussi une vidéo en moins de 2 minutes sur les ressources. Vous verrez dans le chat, j'ai poussé des vidéos en moins de 2 minutes justement pour parler des fonctionnalités que Pierre a abordées et aussi des articles de blog dans lesquels vous trouverez plusieurs réponses, notamment sur ces questions d'intégration, etc. Donc, n'hésitez pas à scroller un peu dans le chat et j'ai mis beaucoup de contenu. Très bien, merci Leslie. Alors, deuxième question. Existe-t-il une API BlueMind permettant d'envoyer et recevoir des messages au sein d'une solution numérique existante? Alors oui, on supporte, alors je n'ai pas précisé, mais on supporte également tous les protocoles standards, donc que ce soit SMTP, IMAP, POP, etc. Donc c'est très facile faire envoyer des messages par BlueMind. C'est très utilisé, comme je dis, la messagerie est souvent au cœur, il y a beaucoup d'applications qui vont être capables d'émettre des messages. Donc ça, il n'y a aucun problème avec BlueMind. Très bien. Ensuite, j'ai 2 petites questions qui sont un petit peu personnelles, mais que je pense qu'ils vont intéresser tout le monde. D'abord, souvent, les politiques en France expliquent, et il y a eu des débats parlementaires, la sphère publique a du mal à acheter des solutions innovantes, a du mal à se mettre en marche pour acheter des solutions françaises. Comment est-ce que tu vois cette approche? Comment est-ce que la sphère publique française peut acheter facilement du BlueMind? Alors, la sphère publique, en tout cas, bon, ça a commencé puisqu'on équipe déjà 2 ministères et de plus en plus de collectivités, dont de la ville de Marseille, la deuxième ville de France, jusqu'à énormément, donc plus de 100 ou 200 villes, notamment autour de Paris, on en a beaucoup qui viennent. Aujourd'hui, je dirais que le principal frein, encore une fois, il est côté usage. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas ou autre, c'est que si c'est trop différent, ce que propose par exemple, prenez n'importe quelle autre solution, ou même la Ladinium, quand c'est trop différent, les gens n'ont pas le temps de se dire je vais changer tous mes process, ou je vais changer la façon de faire, ou il n'y a pas telle fonctionnalité, les boîtes aux lettres partagées à l'action, donc je ferai ça différemment. Non, les gens, ils n'ont pas le temps. Les process sont établis, ils ont leur métier de tous les jours, ils ne vont pas changer toute leur organisation pour s'adapter. Après, pour l'achat, donc il y a effectivement, il faut quand même continuer d'évangéliser pour dire oui, ça existe, les solutions alternatives, notamment françaises, et je pense que BlueMind est un très bon exemple de solution qui a fait ses preuves, qui répond aux usages, qui est supporté par un éditeur. Ça, c'est très important aussi. C'est pas vous avez quelque chose et puis vous vous retrouvez tout seul dans la nature. Non, vous avez un éditeur, donc club utilisateur, vous pouvez venir parler. On a plusieurs centaines de clients en France, donc avec qui vous pouvez parler. Mon dernier slide, c'était dans le mois qui arrive, où est-ce que vous allez pouvoir venir nous voir. Donc, on peut discuter, on peut parler fonctionnalité, on peut traiter tous les petits cas complexes d'usage. Donc, aujourd'hui, ça existe et on a les références largement suffisantes pour montrer que inciter les gens, si vous faites ce choix-là, vous ne serez pas les premiers, vous n'allez pas casser des cailloux. Aujourd'hui, vous serez le 300e. Voilà, c'est déjà, beaucoup sont passés avant vous. Donc, c'est plutôt rassurant et Très bien. Un peu dans le même esprit, justement, en fait, en termes de, on va parler un petit peu d'open source après, mais en termes de licence, vous, BlueMind, si on est une collectivité, un ministère, on peut passer par le catalogue UGAP. Je pense que vous êtes référencé au catalogue UGAP. Oui, tout à fait. Après, dans la façon administrative d'achat, on est au catalogue UGAP, multi-éditeur. On est à la Canut. On est dans, je crois,
chez Reza pour la solution de gestion de crise. Donc, on est dans différents catalogues ou centrales d'achat. Et puis, on a beaucoup de partenaires qui aujourd'hui proposent BlueMind. Donc, en général, le canal d'achat pour prendre du BlueMind, c'est plus trop enfin, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Ça, c'est bien. Alors, revenons justement sur la partie open source. La philosophie, comment vous, chez BlueMind, vous travaillez l'équilibre open source licence et le fait de dire, eh bien, on est un éditeur open source, mais en même temps, on est aussi un éditeur de solutions, j'allais dire, un peu à licence, quoi. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir la philosophie dans laquelle vous avez construit votre offre. Bon, vous avez 2 heures. Allez. Bon, non, mais de façon très, très, très simple. Oui, nous, on tient beaucoup à l'open source. Moi, je suis également président du Hub Open Source de Systématique et coprésident du CNLL, le Conseil national du logiciel libre. Quand tu dis opposer open source à licence, tu veux dire à licence ou à coût d'usage? Parce que dans l'open source, évidemment, il y a des licences. Nous, on est un afféro GPL v3. Voilà. Mais le point clé, ce n'est pas forcément la licence. Parce que, en fait, il y a 2 univers. Il y a l'univers vraiment des technos purs, où là, on est dans du commun, c'est les briques de base, les socles. On va partager, on parle de commun. Voilà. Et ce qu'on sort, nous, on contribue à pas mal, c'est des briques communes. Mais après, où là, toute cette partie de collaboration, d'avoir plusieurs prestataires ou contributeurs, etc. Lorsqu'on parle, on passe dans l'univers du client final, de l'utilisateur, en fait, tous ces sujets, il s'en fout. Son sujet, c'était tout l'objet de l'exposé, c'est l'usage. Voilà. Lui, il ne veut pas savoir tout comment c'est construit. D'ailleurs, le premier truc que vous disiez aux clients, c'est on n'est pas là pour construire une solution. Nous, on veut utiliser, quand vous parlez aux DSI sérieux, des collectivités, etc. On a 200 métiers, on ne va pas commencer à apprendre les métiers, nous, de tout faire, tout. Non, on doit faire tourner. Et donc, dans le domaine d'open source, comme dans le domaine informatique, en fait, arriver sur une solution finale, un utilisateur d'un peu métier comme la messagerie au très usage, en fait, il y a toujours besoin d'éditeurs. Parce que le sujet, ce n'est pas de faire quelque chose de commun. C'est comme quand vous faites une voiture. Vous devez choisir. Elle est de course, elle est ultra performante, elle est plutôt économe. Vous visez de transporter 50 personnes. Vous voulez un moteur électrique. Vous avez beaucoup de choix à faire. Et en fait, l'éditeur, il va porter ses choix. Il va porter une vision. Ce n'est pas un choix commun. Si on dit on fait un truc commun, ben on aura quelqu'un qui veut un 4x4, l'autre qui veut une 2 places, et un qui veut une Ferrari, etc. Ça ne marche pas. À un moment donné, il faut se spécialiser. Et c'est pareil. Et quand vous faites un produit utilisateur final, c'est pareil. Et souvent, il y a cette erreur dans l'open source, c'est de penser qu'on va appliquer ce qui est au socle commun, aux infras de base, aux briques qu'on partage. On va essayer d'appliquer ça au produit fini. C'est pareil entre Leroy Merlin et Château d'Axe, par exemple. Je veux construire, etc. Je vais à Leroy Merlin. J'ai plein d'outils, on a des standards, on a des normes. Mais l'outil, le meuble que je me construis à la fin, c'est tous mes choix, etc. Et ça, voilà. Et moi, ma mère, elle va aller chez Château d'Axe, elle va acheter un meuble, elle ne veut pas savoir comment il est construit. Est-ce qu'il est beau? Est-ce que le coût est pertinent? Est-ce que j'ai une garantie, etc. C'est ça qu'elle va vouloir. Et en fait, il y a souvent cette erreur dans l'open source, c'est d'essayer de dire « Ah ben, je veux une solution d'éditeur, mais je ne voudrais pas l'éditeur. » Mais ça, c'est une grave erreur parce qu'en fait, ça ne marche pas. L'histoire a montré à messagerie qu'est-ce qui reste que les solutions d'éditeur. Et c'est normal. Et dans tous les domaines. Et donc, il y a beaucoup en France encore, dans un peu cette erreur. Aux États-Unis, les gens ne la font plus. Ils ont bien fait le lien. Donc, nous, c'est ce qu'on montre. On le montre par la pratique. Et c'est ce qu'on essaie d'encourager parce que l'enjeu d'être open source pour un éditeur comme nous, ce n'est pas du tout de chacun fait ce qu'il veut et paye ce qu'il veut. C'est non, nous, dans le produit, il est transparent, on s'engage, il y a un coût. Voilà, c'est une souscription qui n'est pas juste le code source. Nous, le code source, c'est une partie, c'est tout le travail qu'on fait, l'accompagnement, leurs autres prestataires, les docs, l'écosystème qu'on maintient, les réflexions, etc. Il faut savoir que le travail sur les nouvelles fonctionnalités, c'est moins de 20% peut-être d'un travail chez un éditeur. Le maintien de toute la stack, de toute la pile, de toutes les versions, des compatibilités avec tout, les interfaces avec tout, etc. C'est tout ça le gros, ce qu'on ne voit pas. Et donc ça, c'est ce qu'on apporte. Et aujourd'hui, bon, j'espère que le marché est quand même un peu en train de mûrir et de voir. Mais dès qu'on parle à des gens de sérieux ou de DSI, et c'est ce qu'ils nous disent, nous, on veut un éditeur. Moi, je ne veux pas apprendre ton métier. J'ai déjà le mien et j'en ai déjà 200. Donc,
hors de question. Donc, ce n'est pas Non, c'est incompatible. pas clair. Et l'enjeu, Mm. voilà, pardon, l'enjeu, il est que Ah oui. si nous, on venait, en gros, à déconner, à faire une VMware, dire, ah ben ça y est, maintenant, l'année prochaine, tous les clients, c'est x5 le prix. Là, il y aurait un sens, un autre code est open, vous le prenez, et un ensemble où l'ensemble des clients ou l'écosystème se dit, on va faire une alternative forte. Ça ne se fait jamais parce qu'un client n'est pas content, ça n'a aucun sens. Mais si, au niveau marché, il y a un shift complètement faux, là, on peut se dire, voilà, il y a une pérennité, on peut donner une continuité. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est une protection Ah ouais, c'est qui très clair. permet de garder l'éditeur dans quelque chose de raisonnable, que ce soit dans les négos, on peut négocier dans les discussions, etc. Et si tu me permets, je voudrais rebondir sur l'image de Château d'Ax et de ta maman. Effectivement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ta maman, elle aimerait bien, ou l'utilisateur final, il aimerait bien avoir quelque chose de chez Ikea. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas envie de le monter, le meuble, et le DSI, il n'a pas envie de le maintenir non plus. Exactement. Et puis, à la limite, le monter un peu, premier coup, ça va, mais un meuble, c'est facile, mais une maison. Sauf qu'après, l'entretenir, il y a telle norme, il faut tel type, le format a changé, etc. Exactement. Tout gérer, et c'est là où, après le POC initial, qui est vraiment la partie la plus facile. Ah, regardez, j'ai fait un truc super. C'est le travail sur la durée qui coûte cher, qui a besoin d'un éditeur et qui est 90% du travail. Le POC, prendre une brique, la tuner un peu, la mettre, mais ça, c'est le côté facile, c'est ce qu'on appelle nous des POC. Un éditeur, il faut 10 ans pour vraiment établir une solution. Donc, bien sûr. Donc, c'est ça qu'on essaye. Et quand on parle d'innovation, de dire il faut maîtriser ces technos, ça veut dire ça. Ça veut dire maîtriser le cœur, pas juste ah ben regardez, j'ai été capable de packager un truc américain ou d'installer quelque chose qui ne nous appartient pas du tout. Parce que ça, sur la durée, ça ne tiendra pas. Par contre, alors justement, j'ai une question. Oui. Justement, j'ai une question sur l'approche. Donc, tu as très bien expliqué, et là, franchement, encore bravo là, sur l'innovation, le fait de dire on peut s'intégrer avec Outlook. Donc, la question que je me pose, c'est quelle est ta relation, quelle est votre relation avec Microsoft? Qu'est-ce qui peut faire que peut-être se dire, bah, si demain Microsoft, ils ont le cousin de Donald Trump à leur direction et qu'ils disent non, maintenant on bloque tout, c'est la petite interrogation qu'on peut se poser. Ben, on est sur le point de les racheter. Très bien. On n'attendait pas moins de toi. Non, mais sur la partie Outlook. Mais se pose, mais c'est souvent une des premières questions, et tu fais bien de la poser, se pose la question de la pérennité. Ah ouais, mais surtout, en général, les gens qui viennent nous voir BlueMind, ils ont déjà Outlook. Ils ne vont pas l'acheter parce qu'en général, ils l'ont déjà. Il y a même un marché de l'occasion qui s'est créé sur Outlook pour que les gens puissent continuer à utiliser leur Outlook. Et souvent, les gens nous disent, ah là, mais si aujourd'hui, Microsoft bloque, ben, ce qu'il faut voir, c'est que Microsoft, il assure une rétrocompatibilité à 10 ans. Ça veut dire que même s'il bloquait aujourd'hui, les gens qui ont Outlook 2016, 2019, 21, etc., même 24, eh bien, ça continuera de marcher parce qu'il faut que ça continue de marcher avec leur Exchange 2016, 2019, tout ça. Donc, si vous voulez, on a une fenêtre de 10 ans d'assurance. Et après, tous les ans, on entend, oh là là, Microsoft, ils vont arrêter Outlook et ils sont en train de travailler sur leur nouveau, etc. Oui, mais ça aussi, ça fait 5-6 ans. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas aujourd'hui une solution équivalente, aussi riche fonctionnellement. Est-ce que ça va être remplacé par ActiveSync, par ES? Ben non, ActiveSync, c'est très mal géré. Le collaboratif, c'est 5 fois moins performant. Donc, il y a encore beaucoup de temps avant que l'Outlook tel qu'on le connaît disparaisse. Eh bien, ça, c'est l'argument massu. Et c'est très bien. J'aimerais juste avoir, on a encore quelques minutes, ton approche ou ta vision sur deux choses. Un, la messagerie de la DINUM, quand même, on ne peut pas passer outre. Et puis, sur l'approche européenne, l'approche internationale. Comment, je sais que tu travailles déjà, vous travaillez, BlueMind, déjà à l'international, mais justement, est-ce qu'il y a cette même appétence, est-ce qu'il y a cette même pertinence dans les pays qui sont proches, l'Europe ou même sur l'Asie du Sud-Est, ou sur d'autres, à se dire, effectivement, il faut qu'on puisse avoir cette alternative entre une solution, j'allais dire, structurée et en même temps garder notre outlook, quoi. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus, sur ces deux sujets? Oui, parce qu'il y a un enjeu global de passage à l'échelle, donc du niveau européen, etc. Sur la DINUM, on a beaucoup communiqué, y compris en tant que CNLL dessus,
parce que, bon, alors Ladinium n'a pas de messagerie. Ils ont une messagerie instantanée qui est CHAP, qui est un fork d'éléments de Matrix Element, qui est un peu, je prends le produit, je l'utilise de façon gratuite ou je ne veux pas payer l'éditeur, ou je le paye pour des aspects services, mais qui ne sont pas en raccord avec le modèle de l'éditeur. Donc ça, ce n'est pas pérenne sur la durée. D'ailleurs, ça se passe plus ou moins bien. Alors maintenant, Ladinium finance la fondation Matrix. Mais c'est ce qu'on appelle un peu le free riding. Et c'est ça qu'on reproche à Ladinium, c'est de penser que le code, en fait, il arrive gratuitement. Et donc, je prends le code et je l'utilise gratuitement. Et puis moi, je veux le maîtriser. Ce qu'en fait, ils ne maîtrisent pas. Et donc, c'est ça un problème. C'est pareil pour Visio, c'est pareil, qui est un bon produit, hein, parce que LiveKit en dessous est un bon produit. En messagerie, ils bricolent un peu avec OpenExchange, mais en fait, à part savoir l'installer, le déployer, quand vous-même vous assistez à une conf, ça parle que technique. On a fait de l'Ansible ou autre. Bon, mais ils sont à des années-lumière du marché de la messagerie. Et la messagerie, c'est tellement dans les usages que la question, ce n'est pas de savoir comment je peux lancer le script d'install. Donc, messagerie, globalement, nous, on est vraiment protégés parce que là, l'enjeu, c'est de l'usage. Et avant d'arriver à migrer au ministère, c'est 3 années d'ateliers, de discussion usage sur tous ces points fonctionnels. Maintenant, ce qu'on aimerait bien quand même, c'est que Ladinium joue beaucoup plus le jeu de l'écosystème et pas je fais par moi-même des solutions qui sont souvent américaines, hein, Grist ou LiveKit, etc., même si elles sont open source. Open source ne protège pas des lois extraterritoriales, il faut faire attention à ça. Exactement, ça c'est un point important. C'est un point très important. Et puis surtout, la vraie maîtrise technologique, ce que l'on dit, qui est l'innovation, qui permet de durer dans le temps, de faire les adaptations nécessaires à l'évolution du marché, à l'évolution des technos ou autres, mais vous ne l'avez pas quand vous savez juste packager ou scripter le script d'install. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, et du coup, on aimerait bien que Ladinium arrive à comprendre cette différence-là pour justement travailler plus avec des acteurs qui maîtrisent les corps et pas ah ben non, on a su packager ou on a un développeur qui a mis 3 boutons, qui a fait une belle interface dessus. Parce que le jour où ça change ou autre, on a 0 maîtrise. Il faut intégrer un nouveau format vidéo, intégrer ceci. Il n'y a pas de maîtrise. Et après, oui, le niveau européen, il est important parce qu'il y a un enjeu d'échelle. En fait, on a beaucoup de petites solutions, enfin, par rapport aux mastodontes américains, je parle. Donc, il est important. Je pense que, y compris à la Caisse des dépôts, y compris à pas mal d'endroits, en fait, le point clé ou le verrou du marché de la messagerie, beaucoup maintenant nous disent, c'est vous qui l'avez compris, ce sujet autour qui n'est pas spécifique à la France. Vous allez chez tous les grands, en Allemagne ou partout, c'est pareil, c'est l'usage. Bien sûr. Et encore une fois, ce n'est pas une question de le DSI, il est feignant, ce n'est pas une question de ils ne savent pas que ça existe. Non, ils savent que ça existe, ils ont regardé, ils se sont dit, mais le changement, il est colossal. Et le DSI préfère éviter les ennuis surtout. Mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas mettre le feu dans tous les services, mettre le feu chez tous les VIP. Je vais perdre ma place. Bien sûr. Et ça ne va pas marcher. Donc, encore une fois, nous, ce qu'on a décidé, c'est de se mettre du côté de l'utilisateur. Le côté prestataire, on est fournisseur. Maintenant, on ne peut pas faire sans écouter le client. Nous, on écoute le client, il veut ça. C'est-à-dire, on ne te donne pas ça, on fait quelque chose, mais on ne comprend pas pourquoi tu ne viens pas. Donc, non. Nous, on s'est vraiment mis. Et 40 ans de R&D, c'est que sur la partie Outlook. Hein. C'est pas un plaisir, hein, parce que là, c'est terrain vierge. Je ne sais pas, il y a des briques partout. On est parti du construire X outils pour comprendre, reverse générer, etc., etc. Donc, ce n'était pas du tout une partie de plaisir. Au bout de 5 ans, il n'y a toujours rien qui bouge. On ne sait toujours pas si on va y arriver. Donc, c'est ça la vraie innovation. Donc, on pense qu'aujourd'hui, on l'a. On sait aussi qu'il faut beaucoup de temps pour y arriver. Donc, on est bien protégé. Maintenant, Vous avez une belle avance. Voilà, une énorme avance. Maintenant, la question, c'est est-ce que les gens vont le comprendre? Et alors, certains me disent, hein, ils vont jouer avec nous en disant, si on veut vraiment arriver à quelque chose et pas faire faire la même chose que CloudWatt dans le logiciel, on fait un truc qui est à côté du marché, il faudra certainement que ça passe par ça. Nous, on est prêts, on est ouvert à travailler à plus grande échelle. Mais voilà, si on travaille concrètement en écoutant le client, en se basant sur quelque chose qui peut marcher et pas juste de l'incantation cocorico ou européenne parce que… Très bien. Eh bien, merci Pierre, merci Leslie, merci Michael. On arrive au terme de ce webinaire. Il me reste déjà à vous remercier nos auditeurs qui sont encore nombreux, hein, donc qui sont restés et qui se sont vraisemblablement bien intéressés à tout ce que tu nous as expliqué, raconté, fait rêver sur cette approche déjà dans l'esprit
Et ça ne fait pas toujours rêver la messagerie, mais en tout cas, là, c'est très concret, très opérationnel. Ouais, et c'est très ça concret. permet de faire sur le terrain. Et je ne sais pas si après, vous avez des retours où vous récupérez des questionnaires ou autres, mais nous, on est preneurs hein, s'il y a des retours. Oui, bah, de toute façon, oui. N'hésitez pas, Les gens peuvent poser des questions, ils peuvent nous contacter, peuvent vous contacter. On a tous les canaux pour pouvoir continuer la discussion et que tu puisses échanger avec les interlocuteurs. Voilà, on a presque terminé. Juste pour rappeler que cet après-midi, Enchanted Tools, là aussi un champion incroyable. Là, ceux qui aiment la robotique et une forme de technologie à la française, puisque malgré tout ce qu'on peut voir dans le monde entier sur des robots, une certaine idée de la France dans la robotique, c'est ce que vous verrez cet après-midi. Là, c'est fabuleux. Et puis Colibri, Idexi et Vessora d'ici la fin de la semaine. Merci à tous. Excellente journée. Bon appétit. Hein. On arrive dans le moment du repas. Et puis à tous ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à nous contacter, le pôle systématique ou directement à l'équipe BlueMind. On sera tous à votre disposition pour des interactions, pour prendre des commandes et puis pour rappeler tous les points importants de la démonstration de Pierre. Et encore bravo pour ce titre de champion. Merci Christian, merci Catherine, merci Michael et merci Leslie et merci tout le monde. Et puis n'hésitez pas à nous contacter. Et je félicite Catherine, ma collègue qui a œuvré sur tout le programme champion et en particulier les webinaires. Tout à fait. Et son équipe. Au revoir tout le monde, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.